Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Entreprises, secteur public, acteurs de l'économie sociale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'engage à vos côtés. Caisse d'épargne Rhône-Alpes, la banque des décideurs en région. Bonjour à tous, bonjour, Classe Affaires, émission spéciale à l'occasion de notre 100e numéro. Et oui, déjà 10 ans. Pour l'occasion, nous avons installé notre plateau ici au World Trade Center de Grenoble lors du forum Innover pour gagner. Nous sommes de plus en plus nombreux dans ce fameux club de l'économie en Isère. Ce 100e numéro vous est dédié. Merci infiniment de votre fidélité et de votre confiance depuis si longtemps. Alors l'aventure a commencé en décembre 2008 et depuis nous avons accueilli près de 300 chefs d'entreprise. Chaque mois avec des experts, des témoins, des reportages, nous avons décortiqué les rouages de l'économie. Avec moi bien sûr pour ces découvertes, mon inévitable et fidèle complice, notre expert, président du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, Stéphanie Pey. Bonjour Stéphanie. Bonjour Christophe. Inévitable. Inévitable. Inséparable. Inséparable. Sans émission. Les frères ennemis de l'économie. Bon, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, fidèle à Classe Affaires depuis le début, depuis le lancement. Pourquoi avoir choisi de plonger dans cette aventure avec nous ? Parce que je crois que c'est très important d'expliquer et de vulgariser, dans le bon sens du terme, l'économie. C'est quelque chose qui peut paraître un peu abscon, un peu lointain. Et pour autant, c'est absolument vital. Rappelons-nous qu'il y a 10 ans, on était au démarrage de la crise, donc c'est pour ça que c'est très important. Deuxième raison, c'est que c'est une émission qui met résolument en valeur les entreprises et les entrepreneurs, surtout. Et puis la troisième raison, Christophe, c'est au moins de vous voir une fois par mois. C'est sympa. Waouh, le chèque, ça va coûter cher. Alors oui, je ne vous l'ai pas dit, mais cette émission va se dérouler sous le regard avisé et les analyses affûtées de Clé de 12. On aime sa répartie, on aime sa sagacité, qui savent résumer en quelques coups de crayon des notions parfois un peu complexes. C'est ça aussi, rendre grand public. Bonjour Clé de 12 et merci d'être avec nous. Bon, puis Stéphanie, pourquoi vous êtes à nos côtés ? C'est parce que ce tissu économique isérois, il est quand même particulièrement riche, dense. Oui, sa dynamique ne se dément pas. Ce qui est, je crois, le plus spectaculaire et probablement un cas d'école, c'est la capacité de créer des synergies au sein d'écosystèmes entre la formation, la recherche et les entreprises. Et puis, il y a un état d'esprit d'innovation dans ce département et dans cette région qui sont vraiment très, très spectaculaires. Alors en effet, depuis 10 ans, nous avons poussé les portes de grands groupes, de grands noms de l'économie en Isère, Poma, King Jouet, Glénat, Rossignol, Vicat, Martinet, Antésite, des noms évidemment qui parlent à tous. Et puis on a vu aussi naître des pépites actuelles ou futures. On pense à Spartoo, Waga Energy, Fitness Boutique ou Axon Group. On a aussi mis en lumière des patrons passionnés partout, à la tête parfois de toutes petites entreprises. On a mis en lumière des commerçants, des artisans, toujours très imaginatifs, toujours prêts à réinventer leur métier. Et puis, il n'y a pas eu une seule émission au cours de laquelle on n'a pas parlé d'innovation, sous une forme ou sous une autre, sous forme de reportage, avec des entrepreneurs, avec des startups. On a même fait récemment une sorte de téléachat de l'innovation avec Isabelle Guillaume l'hiver dernier. Donc voilà, mais l'innovation est au cœur aussi de cette émission, il faut le rappeler. Et aujourd'hui, dans cette 100e, nous allons jeter un coup d'œil dans le rétro sur les 10 ans de Classe Affaires. On va se remémorer quelques souvenirs. On recevra de très nombreux chefs d'entreprise. Ils sont déjà venus vous voir sur le plateau et ils viendront vous donner de leurs nouvelles. Le sommaire est riche, vous le voyez. On ne déroge pas à la tradition. Installez-vous confortablement pour un nouveau voyage en Classe Affaires dans le club de l'économie en Isère. Alors traditionnellement dans Classe Affaires, nous débutons avec la chronique de Stéphanie Pey, les coulisses de l'écho. Est-ce que vous vous rappelez Stéphanie de votre toute première Non, parce que j'étais trop tétanisée pour m'en souvenir. Oh, c'était en mars 2012, c'était exactement. Hier. Et vous nous parliez de développement durable, comment faire en sorte de le transformer en levier de croissance en période chahutée. Allez, on regarde quelques images.
Alors déjà, il faut rappeler que le développement durable, c'est pas uniquement les enjeux environnementaux, hein, c'est des enjeux sociétaux, c'est des enjeux économiques, et c'est une très très bonne façon de montrer que tout est réconciliable. Je pense que c'est important. La crise me paraît être au contraire, être une opportunité effectivement, après des années de développement durable vécu comme une contrainte, vécu comme une pression, ou alors une façon peut-être pour certains hein, de faire du greenwashing, comme on l'a appelé, parce que c'est vrai qu'on sort de 60 ans de développement d'hyperconsommation, d'hyperendettement, et on sent bien la nécessité aujourd'hui de trouver d'autres rythmes. Il ne s'agit pas de prôner la non-croissance, ça je pense que c'est un contresens non plus qu'il ne faut pas faire, mais au contraire une croissance un peu différente. Ah, c'était en 2012, ça reste encore tout à fait d'actualité. Complètement d'actualité. Le sujet n'a pas changé, nous non plus d'ailleurs. À peine. Depuis 65 émissions ensemble, Stéphane. Oui, tout à fait. Et puis bon, je le disais tout à l'heure, un vrai plaisir de venir à côté de vous pour cette émission, d'être un peu, de me sentir chez moi dans cette émission et dans cette télé qui est formidable. Et puis surtout, je pense que cette chronique, elle est importante. On essaye vraiment d'aller sur des thématiques qui soient très différentes les unes des autres. C'est soit des courants de pensée économiques, alors qui ont toujours un lien avec l'actualité, hein, parce que l'idée, c'est pas de faire un cours d'économie pendant cette chronique, de présenter des mécanismes, des points d'actualité. Là, on a fait la loi de finances il n'y a pas très longtemps. On avait aussi expliqué qui était Schumpeter, ce qui paraît très très important. Ça, j'y tenais beaucoup. Rappelez-vous, Christophe. C'est aussi une façon pour moi de faire votre éducation financière et économique. On a vu Marshall aussi. On a vu Marshall, on en a vu plein. Voilà, donc voilà, l'idée, hein, c'est vraiment le plus rapidement possible, même en allant sur des sujets très techniques et un peu complexes, hein, de pouvoir essayer de les exprimer le plus simplement possible pour que voilà, chacun de nos téléspectateurs, quand ils entendent parler d'un truc qui se passe en matière économique, ça leur dise quelque chose et qu'ils puissent faire des liens. Il faut absolument qu'on fasse de la pédagogie sur l'économie, c'est une des choses dont on manque le plus en France. Nos téléspectateurs qui peuvent d'ailleurs vous interroger, c'est la traditionnelle question de l'internaute. Tout à fait. Alors, rappelez-nous, Christophe, comment est née cette idée d'émission économique fin 2008 ? Ouais, j'aime bien le rappeler parce qu'effectivement, fin 2008, c'était le début de la crise, effectivement, et on entendait beaucoup parler des chefs d'entreprise à travers les stock options, les parachutes dorés, et les patrons qu'on rencontrait, nous, ici en Isère, nous disaient, mais moi, mon quotidien, c'est certainement pas les stock options, c'est de remplir mon carnet de commandes, de faire du business, de faire tourner mon entreprise et de faire de l'emploi. Et puis parallèlement à ça, on avait des téléspectateurs qui nous disaient, cette entreprise, oui, je sais, je la connais, je connais son nom, mais vous dire précisément ce qu'elle fait, ça, je sais pas trop. Et donc, on a décidé de faire cette émission économique pour aussi vulgariser, pour partir du principe aussi qu'effectivement, l'économie, sauf ceux qui font des études économiques, on n'en parle jamais, on n'apprend pas l'économie. Et on s'est dit, on va essayer de le faire de façon un peu ludique. On a décidé de parler d'économie et de ce fameux esprit d'entreprendre. Alors, l'esprit d'entreprendre, c'est très compliqué à définir, puis à la limite, c'est peut-être pas à moi de le faire. Nos invités et les très beaux plateaux qu'on va voir tout à l'heure, ils seraient mieux placés que moi. J'ai envie d'essayer quand même en disant que c'est une compétence comportementale. C'est beaucoup de choses, je vais te dire des mots plutôt. C'est une vision et une intuition. Hein. C'est aussi se projeter, c'est oser. C'est oser croire à ses rêves et oser se donner la possibilité de les réaliser. Donc c'est beaucoup d'audace, c'est énormément d'abnégation parce que c'est des heures et des heures et des heures de travail. C'est lutter, j'allais dire, un peu contre les éléments, contre tous ceux qui sont là pour vous dire que c'est pas possible et que vous n'y arriverez jamais. Donc beaucoup de motivation. Et c'est quand on écoute toutes les entreprises, tous les entrepreneurs qu'on a entendus depuis et qu'on a vus depuis 10 ans, c'est un collectif parce que c'est des équipes, c'est des partenaires aussi, c'est pas uniquement des partenaires internes à l'entreprise. Et donc voilà, donc il faut rêver, il faut oser, il faut continuer, rebondir, s'adapter, ne jamais se lasser. Et ce sont des vrais héros, nos entrepreneurs. Je crois qu'on ne le dira jamais assez. Alors notre premier invité en 2008, du coup c'est un peu notre parrain, c'est Philippe Guédon, le patron de King Jouet. On était en décembre, c'était assez logique d'inviter le patron de King Jouet en 2008. Et puis on a aussi voulu vous présenter d'autres grandes entreprises emblématiques du territoire, Rossignol, Caterpillar, Poma, tous des champions à l'export. Souvenez-vous, c'était en avril 2009 pour Poma. Il y a eu une vraie volonté de déployer l'activité à l'export. Parce que l'inventeur Jean Pomagalski était quelqu'un qui voulait absolument se déployer rapidement, certain, sûr de sa technologie
et de la pertinence de celle-ci. On a très vite comme ça vu arriver la possibilité pour Poma d'être présent tant en Amérique du Nord, dans les Rocheuses, puisque nous y avons créé une filiale. Nous avons également créé des entités en Suisse, en Scandinavie, toujours dans les applications neige, et nous avons également créé dernièrement une filiale à Pékin. Prenez un peu de fibre de verre, du bois, quelques grammes de métal, empilez le tout avec une précision d'orfèvre, laissez chauffer quelques temps et vous obtiendrez, une fois la cuisson terminée, un beau ski de compétition. Voilà donc un ski qui sort de presse, il est brut de moulage. Donc maintenant il va rentrer dans la phase de finition. On va avoir tous les ponçages latéraux, ponçage semelle, qui ici est complètement brut. Et puis tout ce qui est détourage de spatule. Caterpillar est numéro 1 des fabricants d'engins de terrassement. L'entreprise a été créée en 1925 dans l'Illinois et possède aujourd'hui 500 implantations dans plus de 50 pays. En Isère, le géant américain s'étend sur 2 sites de près de 26 hectares. Voilà pour quelques-unes des entreprises qu'on a visitées. Alors on va revenir sur Poma puisque Jean Souchal est avec nous. Bonjour Jean, merci beaucoup de nous avoir consacré quelques minutes pour cette 100e. Évidemment, on ne pouvait pas ne pas évoquer Poma, une entreprise qui, depuis que vous êtes passé en décembre 2008, a encore beaucoup évolué. Vous avez reçu le Premier ministre il n'y a pas très longtemps sur votre nouveau site en Savoie. Ben oui, 10 ans. Il s'en est passé des choses, puisqu'on regardait 50% de croissance ces 6 dernières années, 80% du travail à l'export, avec plus de 2/3 des personnes qui sont en région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc aussi cette fierté de grandir et en faisant grandir l'économie au niveau local. Donc oui, l'avenir est toujours devant nous, bien entendu. Il est très prometteur. En plus, là, on vit une année exceptionnelle. On en parlait tout à l'heure avec Bruno sur cette neige qui est quand même revenue et qui, quelque part, nous remet les uns et les autres, y compris tous ceux qui sont autour de nous, les banquiers, les investisseurs, etc., dans une belle perspective. Donc oui, c'est une belle histoire là, qui a été faite ces 10 dernières années. Parce que Poma, c'est évidemment le leader du transport par câble, en station, évidemment, mais de plus en plus pour le déplacement urbain. Ben oui, ça aussi, c'est une grande mutation depuis 10 ans, puisque la neige représente aujourd'hui pour nous 40% à peu près de notre activité. Il y en a beaucoup évolué sur la partie urbaine de la mobilité, qui est un des gros problèmes évidemment à gérer au niveau du monde, puisque tout le monde habite en ville maintenant au niveau du monde. Et puis avec toute l'ouverture sur aussi ce qui est l'exploitation des réseaux, c'est-à-dire sur des nouveaux métiers. Ça, c'est de l'innovation aussi, parce que l'innovation, elle n'est pas que technologique, elle est aussi dans l'accompagnement finalement de tous ces produits. Et donc oui, c'est une belle évolution, effectivement. Une belle entreprise. Je reviens quand même sur les investissements qui ont été réalisés sur la région, parce que c'est quand même pas tous les jours. Il y a plusieurs dizaines de millions d'euros qui ont été investis. Ben oui, ça aussi c'est un gros pari. C'est d'ailleurs pour ça qu'Édouard Philippe est venu nous voir début janvier. Investir en France dans des usines de production, il faut oser. J'ai entendu Stéphanie parler d'oser tout à l'heure. Et c'est tout à fait faisable dans le sens où, au-delà de la reconnaissance du ventre et de ce qui est nos racines et du respect qu'on a pour nos clients et ceux qui nous font progresser, et les Français, effectivement, on est quand même majeurs, c'est aussi tout ce qui est l'industrie 4.0, c'est tout ce qui est cette technologie, cette valeur ajoutée qu'on a en France qui nous a vraiment poussé à dire il faut qu'on investisse chez nous et ça a vraiment du sens. Donc ça a représenté un investissement pour nous qui était énorme, que c'est de l'ordre d'une 20aine de millions sur un an, pour faire la plus grande usine du groupe en France, à côté d'Albertville, parce que on est resté fidèle à la Savoie, la Haute-Savoie, à l'Isère, qui sont les 3 départements dans lesquels on évolue. Bravo, merci Jean Souchal d'avoir passé quelques minutes avec nous. Vous allez passer votre micro à Bruno Cerclé, le patron de Rossignol. Alors Rossignol, on s'était vu en décembre 2009, donc là aussi de l'eau a passé sous les ponts. Bon, au lendemain des Jeux Olympiques, évidemment, Rossignol a un très très large sourire parce que c'est une moisson de médailles. Combien de médailles, Bruno? Plus de 70? 72 pour le groupe et 39 pour Rossignol. Oui, donc une belle réussite pour nos athlètes. De retour de Pyeongchang. Il y en avait eu 60 à Sochi, donc voilà, on espère pour la prochaine fois. Et voilà, Clé de 12 est inspiré par Poma. 17 médailles d'or, rien que pour Rossignol. Et vous le disiez, Bruno, Rossignol, c'est évidemment
les skis, mais plus uniquement que les skis. Il y a vraiment eu une politique ces dernières années de large diversification. D'ailleurs, on est très gêné en ce moment avec la neige parce que le vélo démarre moyennement. Donc, oui, bien sûr, on est passé. Enfin, Rossignol, c'est une société historique de ski, évidemment, leader mondial du ski avec la marque Rossignol. On a fait ensuite des chaussures, des fixations, enfin tout ce qui est nécessaire pour glisser sur de la neige. Et puis on a pensé que c'était une bonne idée d'essayer de stabiliser un petit peu le fonctionnement sur toute l'année avec des activités complémentaires que sont le vélo, le trail running avec Red Light depuis quelques mois, et surtout le textile qui est en train de se développer énormément dans les montagnes, mais aussi beaucoup en ville. Voilà. L'objectif, c'est évidemment de rééquilibrer le chiffre d'affaires sur toute l'année, parce que évidemment l'activité ski, c'est quand même très saisonnier, et du coup, vous avez sécurisé l'activité de l'entreprise. Oui, je pense que c'est toujours assez délicat d'avoir un fonctionnement très saisonnier, très cyclique, dépendant de la neige. Je veux dire, les banquiers autour dans la salle aujourd'hui pourront vous le confirmer. C'est quand même des choses. Je ne suis pas banquière. Bon, voilà, quelquefois il faut s'accrocher. On prie quand même tous les matins à partir du 15 novembre pour que la neige tombe. Bon, et là, effectivement, le fait de désaisonnaliser, de faire du vélo, de faire du trail, nous, notre objectif, c'est assez simple. C'est un consommateur qui est passionné de montagne, que ce soit l'hiver, l'automne, l'été, au printemps. Avec les activités qu'on est en train de mettre en place, on doit pouvoir l'attraper, quoi. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Bruno Cerclé. Philippe Guédon, c'est un petit peu le parrain de notre émission. Vous étiez le premier invité donc, en décembre 2008. 140 ans depuis le bazar de l'arrière-arrière-grand-père. Philippe Guédon, c'est bien sûr King Jouet. C'est combien aujourd'hui de chiffre d'affaires? 350 millions? Alors, c'est 250 millions pour l'exercice passé. Et puis, un vrai défi, là, pour vous, c'est évidemment les ventes digitales, les ventes Internet. Oui, parce que je pense que plus que ce qui s'est passé ces 10 dernières années, même si c'est important, ce qu'il est encore plus, c'est ce qui va se passer sur les 10 prochaines, sachant que j'ai un vrai avantage par rapport à tout le monde dans cette salle, c'est que je ne vois pas ce qui se passe dans mon dos. Donc, voilà, oui, c'est vrai qu'on est dans une période qui est pas une évolution, mais une vraie révolution. Moi, souvent, je compare ce qu'on vit à ce qui s'est passé dans les années 70-80, avec l'émergence du format hypermarché. Et à l'époque, il y avait une réminiscence de commerce qui datait un peu de l'après-guerre. Ce modèle de magasin a disparu. Par contre, un autre modèle de commerce spécialisé a émergé. King jouait dans cette veine. Mais aujourd'hui, avec le digital, on vit la même remise en cause. Et donc demain, il y aura encore du commerce, il y a encore des gens qui ont des magasins, mais sans doute dans des formats différents. Donc tout l'enjeu, c'est de trouver le bon modèle qui conviendra à ce que recherche le consommateur. Bon, votre force, c'est évidemment d'être sur ce marché depuis très longtemps, d'être hyper spécialisé. Aujourd'hui, il y a combien de références rien que sur votre site Internet? Sur le site Internet, c'est environ 10 000 références donc différentes. Mais bon, je ne vais pas faire de la pub pour un concurrent. Chez Amazon, vous en avez 100 000. Donc, ce n'est pas tellement le nombre de références la donnée auprès de laquelle on court. C'est plutôt la pertinence de l'offre, parce qu'il y a un moment où trop d'offres, tu l'offres. Et puis d'amener surtout les gens en magasin et de leur apporter un vrai service avec nos équipes. Je pense que si demain, il y a un avenir dans le commerce, c'est assez simple. Ça sera encore l'humain qui fera la différence. Bravo en tout cas à King Jouet. Un mot de notre parrain quand même. Quand vous êtes venu en décembre 2008, vous pensiez que 10 ans plus tard, on serait encore là? Et bien sûr, et je pense même que dans 10 ans, vous serez encore là. Donc, Enfin, c'est gentil. Merci beaucoup, en tout cas, Philippe, d'avoir été avec nous, d'avoir fait un petit crochet par notre plateau. Stéphanie, parmi les entreprises emblématiques que nous avons reçues, il y en a 2 qui vous ont particulièrement marqué. Petzl et Vicat, tout récemment. Oui, alors j'avais envie qu'on ait aussi un peu une séquence émotion. Parce que moi je me souviens avec vraiment beaucoup d'émotions de ces deux sagas. Paul Petzl, on le présente plus, c'est l'inventeur de la lampe frontale, un spéléologue. On rappelle juste quand même qu'il se vend un produit Petzl toutes les 4 secondes aujourd'hui dans le monde, donc c'est une réussite absolument spectaculaire. C'est un homme emblématique, touchant, charismatique. On rappelle quand même pour le fun, parce que moi j'aime bien les petites, l'histoire dans l'histoire.
On rappelle que les premiers élastiques de ces lampes frontales en fait étaient des éléments de corset qu'on trouvait sur les marchés. Hein. Donc voilà, c'est un peu du bricolage à l'origine, mais en fait voilà. Le père de Paul Petzel à l'époque. Et c'était le père de Paul Petzel, exactement. Le deuxième qui m'a beaucoup marqué, un reportage très touchant, c'est la venue, effectivement, c'est plus récent, en octobre 2017, de Guy Sidos, le PDG des Ciments Vicat. Remarquable entreprise hein, de ciment, avec des ciments très très techniques. Hein. On peut se dire du ciment, mais qu'est-ce que vient faire l'innovation dans le ciment? Au contraire, c'est tout à fait spectaculaire avec des dépôts de brevets. Et puis là aussi, un homme très, très, très humain, très agréable, absolument charmant, Guy Sidos. On lui dit bonjour parce que c'était vraiment très bien. Et puis, je ne peux pas faire une séquence émotion sans vous parler de la tirette de la vache qui rit. Rappelez-vous, hein, c'est l'entreprise Rexor. On avait reçu Corinne Etel, je crois. Hein, c'est elle qui était venue et elle nous avait fait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, ça n'est pas que la tirette de la vache qui rit, c'est des couvertures techniques très spéciales. Mais voilà. Donc moi, mes 3 coups de cœur, voilà, c'est Petzel, Vicat et puis la tirette de la vache qui rit. Ah oui, c'est essentiel de rappeler que la tirette de la vache qui rit est produite chez nous en Isère, sur les bords du lac de Paladru. Merci Stéphanie. Je vous en prie. Alors ces patrons, ils nous font confiance en nous ouvrant les portes de leur entreprise, ils viennent nous voir et cette confiance, elle est d'autant plus remarquable que ces patrons sont très rares dans les médias. C'est la caractéristique de nombreux chefs d'entreprise. La famille Raymond, par exemple, spécialiste des systèmes d'assemblage et de connectique. Le traiteur intraitable, Pierre Martinet, qui se fait très très rare dans les médias. Ou encore l'éditeur grenoblois, Jacques Glénat. Ils nous ont tous ouvert leurs portes. Pour vous donner un exemple, sur une voiture de haut de gamme, on a plus de 6 à 700 pièces qui sont montées. Le record, c'est sur la Mercedes classe S, où on a 1200 pièces assemblées. Sur une Renault ou Dacia Logan, on a à peu près 150 ou 170 pièces assemblées. Alors c'est des pièces qui, excusez-moi, mais qui servent à quoi? Alors elles fixent... C'est des toutes petites pièces. Elles fixent tout, elles fixent les tableaux de bord, elles fixent les garnitures intérieures, elles fixent les tapis, elle fixe des tubes, des câblages, elle fixe des protections extérieures, des pare-chocs, des phares, elle fixe... On a toutes les applications à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule. Papa, quand je serai grande, je ferai traiteur comme toi. Ah bon? Moi aussi. Il est le traiteur intraitable le plus célèbre de l'Hexagone. Pierre Martinet n'hésite pas à se mettre en scène pour vendre ses produits. Ce grand chef d'entreprise a lancé sa marque en 1977. Depuis, il est à la tête d'un empire industriel dans l'agroalimentaire. Un joli succès pour ce boucher charcutier de formation. La légende raconte que je faisais ce qu'on appelle un fanzine, c'est la contraction de Fanatic Magazine. La maison d'édition s'est créée petit à petit, gentiment, dans les années 70. Gentiment mais sûrement, Glénat, né sur les terres grenobloises et aujourd'hui installé dans l'ancien couvent Sainte-Cécile, a grandi, évolué, devenant un nom incontournable dans le petit monde de l'édition. 40 ans d'histoire ponctués de grandes étapes, les livres de montagne dans les années 80, la déferlante Titeuf en 99 et entre les deux, les mangas. Voilà pour quelques souvenirs, quelques images qu'on est allé piocher dans nos archives. C'était il y a une dizaine d'années. Hein. Des patrons qui sont rares et discrets. On en parle avec nos 3 nouveaux invités. Jean Vélé. Ah bah voilà, la tirette de la vache qui rit. Bravo Stéphanie, on y a eu droit. C'est clé de 12. Hein. Moi, je ne suis pas responsable de la ligne éditoriale aujourd'hui. Des patrons rares et discrets, disais-je. On accueille Jean Vélé, le président de la CCI de Grenoble, Daniel Parère, son homologue pour la CCI du Nord-Isère, et Philippe Leray, qui est le directeur départemental des finances publiques en Isère. Bonjour messieurs. Jean Vélé, vous allez prendre un micro. On va faire avec vous un petit point sur le moral du coup des chefs d'entreprise sur le bassin grenoblois. Oui, merci. On ne va pas bouder son plaisir. Le moral est bon, hein, vous l'avez indiqué tout à l'heure. Le moral est bon puisque la confiance est là, donc les affaires sont plutôt dans le bon sens. Ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé, donc il faut en profiter. Ça vient du fait que les grandes entreprises, on a quelques grandes entreprises, des navires amiraux sur Grenoble, je pense à Schneider, je pense à ST, toute la microélectronique tire, que les 15 ou 18 ETI qui sont importantes sont dans le même sillage, et tout ça va au niveau de l'ensemble des entreprises. On a eu, comme ça a été évoqué tout à l'heure, une saison de ski et de neige qui est importante en termes de tourisme, en termes industriels, mais aussi de services hôteliers et autres, de commerce. Donc, quelque part, je dirais, tous les indicateurs sont plutôt ouverts. Il y a bien sûr quelques problèmes et c'est normal, mais honnêtement, c'est très bien.
Une information que va confirmer votre homologue du Nord-Isère, Daniel Parer. Tout se passe bien aussi dans le Nord-Isère? Tout se passe très bien dans le Nord-Isère. Actuellement, disons que nous avons des pôles comme la logistique. C'est le premier pôle d'Europe du Sud. On parlait du ciment. Vicat est chez nous avec un autre grand du ciment. Et 80% de la recherche du ciment se trouve sur notre territoire. À l'île d'Abo, hein, c'est ça? L'île d'Abo. On a le textile technique avec des grands noms comme Porsche, comme Ferrari, Mermet, pour en grand citer. Si on descend plus sur le sud, Vallée du Rhône, à la hauteur de Salès-Sablon, on a le pôle chimique au péage de Roussillon. Pôle chimique important avec l'arrivée d'Excel, qui va apporter beaucoup. Ça va être un bon leader sur notre territoire. J'en profite pour placer à ceux qui veulent faire du fluo-maritime que nous gérons le port de Vienne-Sud, Salès-Sablon. C'est des équipements qui sont structurants, hein, qui sont essentiels. Essentiels. Et puis, je pense que si vous voulez faire un peu par le fleuve, ce qui serait très écolo, eh ben, n'hésitez pas à venir nous voir et on se fera un plaisir de vous aider. Merci pour le message qui est passé. On parle de développement durable, on y revient. Avec nous également sur le plateau, Philippe Leray, le directeur départemental des finances publiques. Monsieur le directeur, j'ai souhaité que vous soyez sur notre plateau pour nous expliquer en quoi l'administration fiscale peut accompagner les chefs d'entreprise au quotidien tout au long de l'année. Alors, je vous remercie d'abord de votre invitation. Les finances publiques en Isère ont un poids réel puisque c'est à peu près 20 milliards de flux financiers annuels, de flux financiers publics annuels. Je vous rassure, ce n'est pas le montant de l'impôt recouvré en Isère. J'inclus beaucoup d'autres choses que ça, mais je vais effectivement centrer mon intervention plutôt sur la partie fiscale. Donc il y a plusieurs vies dans l'entreprise. Il y a d'abord sa création. Et donc, nous avons élaboré un livret d'accueil et de présentation pour les créateurs d'entreprises. Et nous participons aux côtés des chambres de commerce à toute initiative qu'elles prennent sur les salons ou autres où on nous demande de participer. Et nous répondons systématiquement oui pour participer à ces salons et apporter effectivement des conseils en matière fiscale aux entreprises qui cherchent à se créer. Après, j'irai la vie de l'entreprise, il y a différents événements. Premier événement, quand tout va bien. À quoi servons-nous pour accompagner les entreprises? Donc là, je peux prendre un exemple très concret. Vous êtes une entreprise, vous voulez investir dans une zone de revitalisation rurale et vous vous posez la question, est-ce que mon projet tel que je l'ai monté et la nature de l'activité que je veux réaliser sont éligibles aux exonérations fiscales? Eh bien, aujourd'hui, il existe depuis quelque temps déjà une procédure qui s'appelle la procédure de rescrit fiscal. Donc, vous écrivez, vous présentez votre projet, l'administration fiscale vous répond et ça engage l'administration. Et donc, en amont du projet, on a la possibilité d'accompagner les chefs d'entreprise et puis surtout d'engager l'administration qui, derrière, ne peut pas venir recontester quoi que ce soit, chose qui peut ou pourrait arriver ou que vous avez pu connaître. Donc, quand tout va bien, je ne regarde pas ce qui est à l'écran. Restez concentrés. Quand tout va bien, on peut accompagner sur ce volet-là. Autre chose aussi, le renforcement du droit à l'erreur. Ça aussi, c'est particulièrement important. La bonne foi, c'est-à-dire que nous sommes une administration qui, de plus en plus, écoute, et quand il y a une erreur commise, la bonne foi est d'emblée plutôt recherchée que la mauvaise foi. C'est quand même important à dire également. Enfin, troisième volet, lorsque les entreprises sont en difficulté de trésorerie, qu'elles ont des difficultés à payer leurs cotisations URSSAF ou leurs impôts, il existe une commission, la commission chef service financier que je préside, qui étudie avec l'entreprise les modalités et les possibilités de passer ce cap difficile. Et c'est un vrai dialogue qui est instauré. Je voudrais, pour conclure, dire que dans le cadre de cette commission, il faut éviter le fantasme. Si je vais voir le directeur des finances publiques, ça va me balancer un contrôle fiscal, ça va me balancer un contrôle URSSAF, donc je ne vais pas le voir. Donc ce n'est pas du tout ça, on est vraiment dans l'accompagnement. Philippe Leray, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous voulez que je vous parle un peu de l'économie en Isère, Christophe, rapidement? J'allais juste dire, comme j'ai demandé à Philippe Leray d'être très rapide, ce que je vous propose, c'est de venir dans le prochain numéro de Classe Affaires. Stéphanie est d'accord? Pour qu'on détaille justement tous ces dispositifs d'accompagnement. Si je dis non, vous y aurez l'air très très bête, Christophe, donc je vais dire oui. Allez, non, mais bien sûr, ça sera un plaisir de pouvoir discuter effectivement de ces mécanismes et puis d'aller peut-être plus loin sur la santé des entreprises. Rapidement, l'Isère, c'est le deuxième département le plus vaste de la région, avec extrêmement
extrêmement bien située, à proximité de centres de décision majeurs que sont Lyon, Genève et Paris. Une population qui est plus jeune, plus active, plus diplômée, mieux formée que la moyenne française. Une attractivité qui est extrêmement forte, des entreprises performantes. Il y a plus de 91 établissements qui représentent plus de 91 000 établissements. Merci Christophe. Un peu plus de 500 000 emplois. Bien évidemment des secteurs en forte croissance comme la santé, l'environnement, les énergies nouvelles. Un département qui est plus industriel là aussi que la France, qui est attractif pour les investisseurs étrangers et notamment les investisseurs américains, allemands et anglais. Je ne regarde pas non plus là-haut pour l'instant, je verrai après. Les leaders mondiaux sont nés en Isère, ST Microelectronics, Schneider Electric, Soitec, Capgemini, Petzel, Poma, Arémon, Rossignol, Vicar, Radial, Tesser. Il y en a plein d'autres. On pourra mettre une liste sur le site parce que ça vaut vraiment le coup. Et enfin, un écosystème international de l'innovation. Ça, je pense qu'il faut vraiment le rappeler. C'est le deuxième pôle de recherche en France après la région Île-de-France. Il y a 13 centres de recherche nationaux et internationaux, de très nombreux laboratoires privés. Là aussi, on n'a pas le temps de les citer. C'est le premier département français en nombre de brevets déposés par habitant. Plus de 250 startups issues de la recherche publique en 10 ans, et puis des pôles de compétitivité et d'excellence. Et là, je citerai Minalogic et Medicalps. Quel sens de la transition, ce sera notre prochain plateau. Je retiens quand même notamment l'Isère, premier département français en nombre de brevets déposés par habitant. C'est essentiel. Classe Affaires en partenariat, vous le savez, avec la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble depuis le début, avec son magazine Présence, et désormais aussi en partenariat avec la CCI du Nord-Isère. Alors presque 100 000 entreprises dans le département, Stéphanie nous le disait, des noms historiques, des initiatives plus jeunes, des grands groupes, des PME. L'esprit d'entreprendre s'exprime dans de très nombreux domaines, même les plus insolites. On vous a notamment présenté dans Classe Affaires un éleveur de fourmis, un inventeur de distributeurs automatiques d'histoire ou encore un bar à chat. Des fourmis, il en existe 3000 espèces dans le monde, mais dans sa boutique comme sur son site internet, Antoine ne vend que des européennes, livrées en tube avec fourmilière et kit spécial. Ses stars à lui, la Messor Barbarus et la Lasus Niger. Véritable nurserie, c'est dans cet incubateur qu'il élève ses reines et rien n'est laissé au hasard. Savoir perdre son temps, un exercice qui demande parfois un peu d'imagination, Grenoble a décidé de résoudre ce tracas en proposant une borne de lecture. Elle distribue des petites histoires de 1 à 5 minutes et proviennent des auteurs de Short Edition, une start-up grenobloise. C'est un café salon de thé tout simplement. Après, le petit plus ou le gros plus, c'est qu'on est entouré de chats. Et donc vous êtes l'invité des chats. Donc vous pouvez savourer un chocolat chaud, un gâteau ou un bagel préparé par Laetitia. Mais gare au minou qui vient chaparder. Pas le droit de les nourrir, de les réveiller. Et sinon, lâchez-vous, papouiller, dorloter, chavirer dans la ronron-thérapie. Et oui, on a aussi parlé dans Classe Affaires de la ronron-thérapie. Stéphanie, il n'y a pas de mauvaise idée finalement pour créer une entreprise. L'important, c'est d'avoir un modèle économique. Oui, il faut un marché parce qu'il faut quand même des consommateurs et puis trouver un modèle économique. Et on peut se lancer, y compris sur les bars à chat. Alors l'Isère, une terre d'innovation, on vient de le voir, dans bien d'autres domaines aussi. Merci à Isabelle Guillaume de Minalogic d'être avec nous, Pierre Streff, le patron du groupe Streff, également président du MEDEF en Isère, et Vincent Templard, qui est le patron d'Evéon, le président de Medicalp, un cluster sur les industries de la médecine et de la santé. Merci à tous les trois d'être avec nous. J'ai envie de commencer avec vous, Isabelle Guillaume, puisqu'on parle beaucoup d'innovation, de ces pôles de compétitivité. Minalogic, c'est quoi précisément? Quelques chiffres, 400 adhérents, c'est ça? Oui, c'est ça, 400 adhérents. Effectivement, on a un rôle, comme tous les pôles de compétitivité, d'animer l'écosystème d'innovation, mission développement économique grâce à l'innovation. Et donc, on fédère cet écosystème qui, on l'a déjà dit tout à l'heure, caractéristique très très fort ici, en particulier en Isère, avec des centres de recherche, des grands donneurs d'ordre, des start-upers, des PME. Et voilà, donc on agite un petit peu tout ça. Et en ce qui concerne Minalogic, notre domaine, c'est le numérique. Voilà.
Et on aime bien recevoir Isabelle Guillaume qui se plie à toutes nos volontés quasiment dans Classe Affaires, puisque c'est elle qui a joué au Père Noël il y a quelques mois pour la vitrine de Noël. Une merveilleuse mère Noël. Merci. Bon, on fait le bilan de Classe Affaires aujourd'hui. Profitons-en aussi pour faire le bilan de Minalogic, qui est né en 2005. Quelques chiffres, c'est quoi? C'est près de 500 projets qui ont été portés, c'est ça? Oui, c'est ça. 500, un petit peu plus de 500 projets. Un investissement de projets de R&D, en général projets collaboratifs, sur la période de 10 ans. Tout ça correspondant à un investissement cumulé de R&D de plus de 2 milliards d'euros. Ça nous met en fait au niveau des très grands pôles de France. Et là aussi, ça montre la dynamique de cet écosystème d'innovation ici, puisque, somme toute, avec moins d'entreprises quand même, numériquement, que sur les grands pôles, nos confrères parisiens, on arrive à être dans les mêmes ordres de grandeur, de nombre de projets et de montants de R&D qui sortent de la totalité ici des cerveaux cumulés et de l'ensemble des acteurs de l'écosystème. C'est très, très remarquable. On le voit notamment par les délégations que tu emmènes très régulièrement au CES, puisque Auvergne-Rhône-Alpes, à Las Vegas, tous les ans il y en a un peu plus, et tous les ans c'est vraiment la région qui est en pointe sur ces sujets-là. Donc c'est en plus de ça une vitrine extérieure qui est remarquable. Tout à fait. Cette année, on est parti avec 45 entreprises de la délégation, sur l'ensemble de la délégation, avec évidemment, puisqu'on est ici en Isère aujourd'hui, dans Classe Affaires, avec une très forte représentativité de l'Isère. Il y avait 18 entreprises iséroises, mais bon, on en a déjà. Merci de régulièrement nous donner l'occasion de les amener, de les valoriser, toutes ces startups très dynamisées aussi, bien sûr, par toute la dynamique French Tech lancée depuis quelques années. Mais merci à vous, Isabelle, de nous permettre de présenter toutes ces pépites, ces futures grandes entreprises. À chaque fois, on leur souhaite un très très bel avenir en tout cas. Merci d'être fidèle à Classe Affaires. Avec nous, Pierre Streff, le président du MEDEF, patron du groupe Streff. D'abord, quelques questions au président du patronat local. Le moral est plutôt bon, nous disait Jean Vélé tout à l'heure. Oui, aujourd'hui, les entreprises ont plutôt le moral. Depuis quelques mois, on sent que dans tous les secteurs d'activité, tout repart, bien sûr le bâtiment qui est un secteur qui est le mien, mais les autres, tous les secteurs sont vraiment, tous les clignotants sont au vert et voilà, ils sont satisfaits. Voilà. Juste une petite anecdote. Tout à l'heure, tu citais, Stéphanie, toutes les entreprises, très rapidement. Lorsque j'ai intégré le MEDEF Région, donc avec tous mes collègues de toute la région Rhône-Alpes et Auvergne, on est vraiment envié l'Isère, vraiment envié, même par rapport à Lyon, quand on voit toutes les pépites, toutes les entreprises internationales qu'on a vues ici sur le plateau et citées, c'est vraiment très impressionnant vis-à-vis des autres départements. Et puis, Pierre, il y a quand même le groupe Streff derrière, donc sa spécialité, c'est bien sûr le génie climatique. On s'était vu en septembre 2010 pour présenter votre groupe. Comment ça va depuis? Comment ça s'est passé? Ça a bien évolué. On a bien évolué, notamment avec notre filiale Eolia, donc, qui s'occupe de la performance énergétique. Donc, on a fait de la croissance externe et le développement a été très bon. J'en profite d'ailleurs pour saluer toutes les femmes de notre groupe qui sont venues ici. Je vois qu'il y en a d'ailleurs beaucoup dans la salle aujourd'hui. Félicitations à toutes. C'est le charmeur Pierre Streff. Non, mais bravo Pierre. C'est quand même la journée de la femme, donc. La journée de la femme, faut le dire quand même. Voilà. Et beaucoup de nos collaboratrices nous ont accompagnés aujourd'hui, et ça fait plaisir. Et concernant l'entreprise Streff, donc au niveau de la construction, donc on est en train aujourd'hui, c'est un peu un scoop, mais on n'a pas encore concrétisé, mais on est en train de négocier une croissance externe pour justement développer tout ce qui est plasturgie et tout ce qui est fluide de laboratoire. Voilà. Merci Pierre Streff d'avoir été avec nous. Vincent Templard, alors là aussi double casquette, chef d'entreprise, à la tête notamment d'Evéon, il y a eu Alpao depuis, et puis président de Medicalps. On va commencer par Medicalps. Je dis c'est un cluster santé-médecine. C'est un cluster santé, technologie de la santé, qui a déjà une certaine ancienneté, puisqu'il a été créé en 2000
18 ans, qui a vocation effectivement à animer, fédérer l'ensemble du secteur qui est extrêmement riche et dense en Isère, avec des leaders mondiaux. On a besoin pour développer une filière de leaders mondiaux, Becton Dickinson, Roche Diagnostic, Roche Diabète Care, Fresenius en Nord-Isère, et un certain nombre d'ETI. Et puis effectivement, un nombre exponentiel, j'allais dire, d'entreprises, de jeunes entreprises, start-up et PME, qui se développent sur le territoire. Donc un cluster aujourd'hui, un peu plus d'une centaine d'adhérents, et qui s'élargit aussi depuis 9 mois et en lien avec la French Tech sur l'ensemble de l'arc alpin. Bon, il faut dire que c'est une filière qui est particulièrement dynamique dans le département et innovante. Dynamique, innovante. On a la chance en Isère, vous parliez Stéphanie du triptyque recherche, formation, d'avoir accès à l'ensemble de la recherche. Le développement des technologies de la santé, des dispositifs médicaux, c'est forcément pluridisciplinaire. C'est de la microélectronique, c'est du logiciel, ce qu'on va appeler du hard et du soft, mais c'est aussi de la biologie, c'est aussi de la plasturgie, des matériaux, de la physique, de la mécanique, de la micromécanique. Et on a la chance effectivement en Isère d'avoir à la fois cet axe de recherche, des sous-traitants qui soient capables d'accompagner les entreprises. Et donc effectivement, d'ailleurs BPI France, pour le souligner, a mentionné au niveau national, dans une lettre au mois de décembre, que Grenoble était la Mecque du MedTech en France. Je pense que ça prouve effectivement la capacité de Grenoble à se positionner sur cette filière et à l'accompagner. Beaucoup d'innovations. Juste quand même faire un petit lien. Quand on s'est rencontrés pour la première fois, on a parlé du secteur des technologies de la santé au travers d'Evéon, qui n'était qu'un des exemples, des petits exemples. Depuis, ça a donné lieu à une émission, l'émission Shake Up. Sur Télé Grenoble. Et qui est sur Télé Grenoble, en partenariat avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes depuis cette année. C'est à peu près le 20e numéro. Et l'idée, c'est vraiment, je reprends votre mot là aussi, Stéphanie, vulgariser l'innovation et dans le domaine de la santé, de ce qui fait en Isère. On a une richesse et la mettre à la disposition de tous pour la faire comprendre. Check-up, c'est une fois par mois, présenté par ma consoeur Marie-Caroline Abrial, que je salue. Vincent Templard et son expert à ses côtés. Une émission, évidemment, à ne pas manquer. Un mot sur Evéon. Il y a Evéon, puis il y a eu Alpao. Quelques belles évolutions ces dernières années. On s'était vu sur le plateau en 2010, je crois. Déjà ? Septembre 2010. En 2014, pardon. Oui, parce que moi j'étais là, donc... 2014. Oui. Oui, ça me paraissait pas si loin. Ça fait ancien combattant. Bon, Evéon, en un mot, Vincent. En 2 mots, effectivement de beaux projets, une croissance moyenne sur l'ensemble des 2 activités de plus de 30% en 2017. Et cette année pour Evéon, 20 à 25% du chiffre d'affaires devrait être enfin réalisé sur la livraison de produits, de dispositifs, d'équipements à des laboratoires pharmaceutiques. Et pour ce faire, nous allons déménager d'ici le mois de juin. Au total, on s'étend sur 1700 mètres carrés. Et on rappelle qu'on avait découvert à l'occasion de cette émission les dispositifs médicaux d'injection sans piston. Tout à fait. Bon, voilà, effectivement, il faut le préciser, c'est l'innovation chez Vincent Templard. Merci beaucoup Isabelle, merci Pierre, merci Vincent. Alors durant ces 10 ans, Classe Affaires a reçu 300 entrepreneurs et certains nous ont quittés. On voulait avec Stéphanie avoir une pensée en particulier pour William Gauzy à Voiron, qui est parti il y a 1 an maintenant. Gauzy à Voiron, c'est évidemment les sports, c'est un mécène exceptionnel, une très très belle entreprise qu'on avait découverte en janvier 2012. Petite pensée émue pour William Gauzy. Un autre patron à qui nous voulions rendre hommage, lui aussi nous a quittés il y a quelques mois, c'est Jean-Pierre Sérigny. En juin 2013, il était venu nous présenter Coterm à Vinay. Coterm qui produit chaque année plus de 8 millions de thermostats pour les chauffe-eau. On se souvient de Jean-Pierre. La société Coterm a été créée en 1948 sur les quais de l'Isère à La Tronche par mon grand-père et puis a été dirigée par la suite par mon père qui en a assuré une part importante du développement et puis j'en ai pris la succession en 2001. Alors Coterm est un fabricant de thermostats. Nous donc fabriquons des appareils de régulation et de sécurité. On n'en parle pas assez souvent, mais il y a souvent adjoint au thermostat de la sécurité du dispositif qu'il contrôle. Et nos clients sont principalement des fabricants de chauffe-eau électriques à accumulation en France et dans le monde.
Voilà, on voulait aussi avoir une pensée pour William Gauzy, pour Jean-Pierre Sérigny. Jean-Pierre, un patron très attaché lui aussi à l'innovation. Alors en Isère, parmi les piliers de l'activité économique, il y a le bâtiment, les travaux publics. Nous ont rejoint ou sont en train de nous rejoindre Laurent Personnaz, la miroiterie de Chartreuse, Gilles Trignat de Gilles Trignat Résidence, le célèbre promoteur, et François Berriot de SAMC. Merci à tous les trois d'être avec nous. On va commencer par François Berriot, du groupe SAMC. On l'avait reçu il y a longtemps aussi, mai 2011 déjà. Alors le groupe... Déjà Eh oui, déjà. Le temps passe. Le groupe, évidemment, est connu du groupe du négoce en matériaux de construction, en magasins de bricolage. Comment se sont passées ces 10 années passées? C'était la crise. Donc, dans le bâtiment, c'était effectivement un peu compliqué. Nos clients souffraient, à la fois en termes de prix de marché et puis de volume. On a fait beaucoup de croissance pour pouvoir tenir. C'est vrai qu'on a cherché du développement pour pouvoir occuper nos équipes et puis maintenir nos volumes. Donc ça s'est plutôt bien passé. On a plutôt bien surmonté la crise. Et enfin, on a fait une année 2017 rayonnante. On publie nos comptes vendredi matin, donc demain matin. Donc je ne peux pas encore en parler, mais tout va bien. Donc ça fait plaisir parce que c'est l'aboutissement de quelques années un petit peu compliquées. Et là, on sent qu'il y a une vraie relance. Quand on parle du groupe SAMC, on aime toujours avoir quelques chiffres emblématiques, le nombre de collaborateurs et le nombre d'enseignes. C'est à peu près 5500 collaborateurs, c'est 25 enseignes et c'est 350 points de vente. Ça, c'est une vraie pépite iséroise. Bravo, en tout cas. Merci de nous être fidèles. Oui, et on rappelle la formidable émission qu'on avait fait sur le salon, il y a 2 ans, je crois. Vous nous aviez gentiment accueillis. Il y a un peu plus d'1 an, et effectivement, c'est un salon régional qu'on fait tous les 2 ans, et où on attire pas mal de monde, et on arrive encore à déplacer pas mal nos clients, et c'est ce qui fait plaisir. Clients, puis surtout la mobilisation de vos collaborateurs, qui est absolument... c'est une aventure extraordinaire. Moi, j'en garde un très très bon souvenir. En fait, on gère la boutique comme une grosse PME, et ça tient plutôt pas mal. Une grosse PME de 5000 personnes. Merci François d'avoir été avec nous. La miroiterie de Chartreuse, Laurent Personnaz. Alors là, c'est en plein cœur de Chartreuse, comme son nom l'indique, l'une des 5 plus grandes miroiteries de France. C'est toujours le cas? On ne doit pas en être loin. On doit pas en être loin. 5 ou 6, c'est quand même pas mal. Indépendante, Indépendante, bien sûr. Alors, on avait été très étonnés quand on vous avait reçu, effectivement, de découvrir votre métier et surtout votre savoir-faire. Les machines qui coûtent une fortune et qui permettent là aussi d'être très, très innovants. Oui, des machines, mais derrière, il y a quand même les hommes. Donc, effectivement, ce qu'on dit souvent, mon frère et moi, c'est qu'on a la capacité crânement de mettre de l'argent sur la table et d'acheter les machines, mais c'est les gens qui les pilotent, et ça, c'est très important parce que c'est notre savoir-faire qui se révèle sur ces machines. À l'époque, quand on vous avait reçu, c'était en septembre 2013, il y avait une 50aine de collaborateurs. Comment ça a évolué? On est toujours là. 50. Bon. On n'est pas plus, mais ça va très très bien. On a un peu externalisé des services. On a passé quelques années difficiles. Et puis, ça redémarre fort, très fort. Vous nous aviez parlé, je crois, de très beaux marchés décrochés notamment dans l'hôtellerie, très très innovants, avec des designers de pointe qui font appel à vous. Oui, exact. Et on les a gardés puisque là, on est en train de finir le spa du Meurice. On est sur le cheval blanc de LVMH à Saint-Trope. Ouais, on reste là-dedans. Je crois qu'on a pris un filon qui nous semble bien. Et puis, on est moins concurrencé. C'est pas très facile, mais pour l'instant, c'est porteur pour nous. Oui, on n'est pas loin des métiers d'art. Ah si. Ouais, un petit peu. Oui, si. Alors, on est dans un vrai savoir-faire. On est dans un vrai métier d'art. Je vous le confirme. Bah oui, il faut se faire plaisir. Vous avez raison, il faut pas bouder son plaisir. Mais en même temps, vous savez qu'on travaille aussi pour une petite société là, qui s'appelle Poma, qui a eu l'excellente idée de mettre des planchers en verre, et ça marche du feu de Dieu. Je tenais à le signaler. Ils sont bons. Quand on parle de l'écosystème isérois, vous voyez ce que ça veut dire. Mais vous voulez illustration concrète. Je vous donne une toute petite anecdote. Quand on me demande, mais c'est où Voiron? Et moi, je dis, mais Voiron, c'est la capitale mondiale du ski.
Et les gens se marrent. Et je dis, bah ouais, il y a Rossignol. Et là, ça pose le cadre. Allez, puis on a un dessin de classe 12 sur les miroiteries.